Bonjour, merci d'être là. Ce soir, il y a des étudiants, donc c'est bien. Euh, euh, donc, je vais vous parler d'un thème ou de deux thèmes ce soir qui est important pour moi et pour l'atelier d'une manière générale. J'ai appelé cette conférence Un site, un programme. Parce que on s'est aperçu que tous nos projets en fait étaient des projets liés à un site ou des projets où on avait réinterrogé le programme par rapport à la question qui nous était posée. Et finalement, je crois que c'est une question importante dès le début qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que on prend les données de base et comment les transformer. Euh, Peut-être tout n'est pas à prendre et voir comment les réinterpréter. Alors, euh, Patrick Berger disait, lui, dans sa conférence inaugurale, que l'architecture était la rencontre entre un programme et un site. Je ne fais aucune comparaison avec lui, mais c'est une phrase très simple et très juste que je reprends ici. La question est comment comprendre, réinterpréter ou orienter le projet au regard d'une question posée. Le programme est une étape, un outil qui demande retraduction, détournement, voire désobéissance. Le programme sera à son tour détourné pour des usages à venir. Je vais essayer de le poser. Ça marche. Je reprends le micro. Dans le dernier moniteur, Marc Barani parlait également de ce sujet. Il disait que le programme n'était que le début de la réflexion. Il faut voir ce qu'il recèle, le tordre, voire lui désobéir, pour savoir jusqu'où on peut l'amener. Donc finalement, c'est simplement pour dire que c'est une vraie question, il faut se la poser. L'idée n'est pas de se mettre contre le programme, mais de se reposer la question par rapport aux données que l'on a au départ. Alors, à travers cette idée, on va regarder un peu différents projets qu'on a fait à l'agence. Et le premier projet qu'on a fait, c'est une petite maison dans la campagne, dans un village qui s'appelle Saint-Fortuna, qui est lui plutôt un projet site. Donc la question était de construire une maison et comment répondre à l'étalement pavillonnaire qu'on voit ici. Et donc il y a des petits hameaux qui restent groupés le long des routes, mais on voit l'étalement pavillonnaire partout. Donc nous, le site de la construction se trouvait par ici, en fait, une espèce de lotissement de maisons. Ce site-là, c'est un site remblayé, c'est des anciennes carrières de pierre qui ont été remblayées, et donc il ne reste plus aucune trace, c'est que de la terre retournée. Quand on regarde d'un peu plus près le territoire, on s'aperçoit qu'il y a une direction très forte du parcellaire sur les champs en face, et qu'on a marqué en blanc ici, il reste des murs en pierre assez présents, qui étaient les anciens murs qui séparaient les différentes carrières. Voilà l'un de ces murs. C'est assez beau, d'ailleurs, ces deux murs avec un escalier entre les deux. Et il y avait des carrières de part et d'autre. Et donc, c'est ces carrières-là qui ont été remblayées d'un peu n'importe quoi. Depuis ce site-là, il y a une vue sur Lyon qui est assez belle. C'est les Monts d'Or, donc c'est un site qui est assez protégé, peu urbanisé. Et donc, il y a des terrains militaires qui permettent encore des grandes étendues vertes. Une caractéristique également de ce site, c'est le traitement de la parcelle dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a le mur, le bâtiment, en fait que le terrain de la maison et la maison fait un tout, en fait. C'est pas la maison et le terrain. On voit également
un seul matériau, monomatériau, entre le mur de clôture et la maison, et puis des volumes très simples, quoi, hein. C'est des maisons sont toujours ces volumes simples. Donc, dans le travail que l'on a fait, c'était justement se poser la question de l'ensemble de la parcelle et ne pas travailler une maison au milieu d'une parcelle et regarder en premier lieu les limites. À l'époque de la construction de cette maison, en 2000-2001, en fait, on n'avait pas le droit de s'aligner sur les limites séparatives, et notamment le long de la rue, là, qui se trouve ici, le chemin des Gorges. Et donc, il devait y avoir un retrait de 4 mètres obligatoire, comme dans les règlements, hein, d'une limite de propriété à la future construction. Il y a souvent 4 mètres de retrait. Et là, c'était également sur la voirie. Et ce sujet, toutes les maisons plus anciennes sont en alignement avec la voie, et on a proposé de construire un mur sur cette limite séparative, ce qui n'était pas autorisé. Et finalement, cette question a fait évoluer le règlement, le PLU, ou c'était le POS à l'époque. Et donc, ils ont permis de construire un mur sur la limite séparative. On dirait que ce n'est pas grand-chose, mais c'est en fait assez important. Et après, des autres maisons ont pu suivre le même chemin. Puis il y avait une question également de la voie d'accès à une villa individuelle. Souvent, c'est des sites avec la topographie collinaire, donc les voies d'accès sont un peu en langue de belle-mère, comme ça monte au milieu de la parcelle. L'idée était de retrouver une voie, un chemin droit, simple, et pas compliqué. Donc là, c'est la coupe simplifiée, hein, de la maison, où on voit partie nord, on a essayé de recréer en fait un mur, comme ceux qui étaient marqués en blanc sur la photo aérienne, et puis s'ouvrir au sud vers les vues sur Lyon. Donc oui, comme je disais, là on voit justement ce mur, le dernier mur qu'on a essayé de recréer, qui se protège du lotissement et des vues, hein, qui le regardent, qui est au nord, et le travail sur le rapport entre des volumes simples et un territoire compliqué. C'est souvent dans ce site ce qui caractérise les constructions, ce sont des volumes très simples, et puis la végétation vient manger dessus, et la végétation met en valeur cette architecture simple, et vice-versa. Ces volumes simples mettent en valeur la végétation qui alentoure. Donc après, c'était un travail sur le béton important, puisque c'est du ciment blanc, parce qu'on voulait un béton un peu naturel. Enfin, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais un béton qui soit moins urbain, dans le sens où il ait une tonalité, une couleur qui soit plus proche de la campagne, de la terre, qu'il n'ait pas des trous de banche trop sophistiqués. Donc c'est un coffrage avec des planches en bois, hein, plutôt simple. Donc c'est du vrai bois qui était brossé pour faire sortir les veines. Et pour ça, il faut que le bois soit assez dur. Donc c'est du bois de montagne brossé, cloué avec des clous en tête pour ne pas les voir. Enfin, il y avait un travail assez poussé sur la définition du béton. Et pour garder cet esprit campagne, entre guillemets. Dans le traitement, on a essayé de garder aussi cette idée de monomatériaux et garder un traitement unitaire, des sous-faces de dalles, des murets. Bon, ça c'est un peu plus tard, quand il y a eu des aménagements intérieurs et puis une petite extension qui avait été faite sur le garage, mais qui pose la question du paysage par rapport à l'architecture. C'est la première image était une maison de Breuer qui disait que le paysage peut traverser le bâtiment, ou le bâtiment peut intercepter le paysage. Mais je ne peux pas croire que les deux doivent être mélangés, confondus, assemblés par imitation ou assimilation. Effectivement, souvent on entend que le bâtiment doit se fondre dans la nature, mais ce n'est pas comme ça qu'il la révèle le mieux. Donc justement, il y a une sorte d'opposition qui permet de mettre en valeur l'un et l'autre.
Donc on voit justement, ça c'est le jardin, comment ces lignes simples révèlent le paysage autour. Alors, bon, ben là aussi, c'est le rapport du volume simple et de ce territoire compliqué. Alors un autre projet, qui est un projet de site, mais aussi un projet de programme, qui est une petite école qu'on a fait dans le même village, que l'on voit ici. Hein. C'est un petit village de crête qui se développe le long d'une route. Et de ce côté-là, la maison, elle doit être sur ce versant-là un petit peu plus loin. Et sur ce versant-là, il y avait également des carrières, mais qui avaient été développées avec des grands murs de soutènement que l'on voit ici. Donc il y en a un ici très fort, il y en a un autre ici. Et donc il y avait des terrasses successives qui descendaient sur ce versant-là. Donc nous, on devait construire une école entre le dernier mur de soutènement ici et une école existante là. Le programme, alors voilà l'école existante avec le mur de soutènement, on est dessus là. L'école ici, tout à fait symétrique. Et puis à la place de ce garage, c'était le lieu de la construction. Alors, le programme proposait la chose suivante. Voilà la façade de l'école existante. On a retrouvé des éléments du programme. Alors, quelquefois, le programme, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a même des intentions de volume, de toiture, il y a des tas de choses. Donc, l'idée était ici de faire un rez-de-chaussée, puis 2 niveaux, avec une toiture, donc le long de ce mur existant. Voilà le plan également qui était proposé. Donc, l'école existante est ici, hein, la façade que l'on voit. L'extension devait se développer sur rez-de-chaussée de niveau ici, hein, le long du dernier mur des carrières, un préau en partie arrière, et puis un stade, enfin un terrain de basket orienté est-ouest. Quand on regarde un peu le site, voilà ce qu'il y a à côté. Donc on voit bien cette grande terrasse et ce dialogue qui s'installe entre les terrasses successives. Et ici, effectivement, on nous demandait de monter plus haut que cette terrasse. Enfin, c'est pas ce site-là, mais on voyait que c'était pas vraiment dans la logique qui avait toujours existé. Donc là, on est sur la terrasse haute, ça c'est l'école existante, on voit la partie arrière, et nous, on devait s'installer ici. Et on a trouvé quand même assez dommage de cacher la vue depuis la terrasse haute sur ce qui se passe devant, et puis ne pas continuer ce système de terrasses successives. Alors, on a organisé l'école de manière différente, en fait. On a installé l'école parallèlement à ce grand mur qui était l'épine dorsale en fait du projet. On s'est mis le long de ce grand mur avec un passage entre les deux. On a installé le préau en partie arrière qui cachait un mur existant qui n'était pas très beau, et puis on a retourné le terrain de basket nord-sud. Une dernière chose, on a installé l'école là aussi en limite de la clôture, donc de la limite parcellaire. On a fait venir l'école en alignement avec la clôture, qui était lié à la première expérience de la maison où on avait pu se décaler en limite séparative. Donc, on voit l'école dans l'ensemble, hein, et avec ce premier mur, ce deuxième mur. Ce qu'on a souhaité, c'était de ne pas créer un nouvel objet, un nouveau projet, et on a voulu que le projet appartienne plus à l'écriture des terrasses, des murs en pierre, que faire un objet nouveau entre l'existant et ce qui existait. Donc on voit en partie arrière, donc on a planté le toit, et puis donc
on voit qu'on peut continuer le dialogue de ces terrasses successives et qu'on ne bouge pas la vue depuis la cour haute qui sert aussi de cour de jeu pour les enfants. Une question importante pour nous, c'est les tonalités. On a travaillé avec de la croûte de Villebois, hein, c'est des pierres locales et du béton brut. Et cette croûte et ce béton sont dans exactement les mêmes tonalités que les murs existants. Et ce qui est important dans le grand paysage, c'est justement qu'il y ait une espèce d'unité de tonalité finalement, de matériaux aussi, mais de tonalité, c'est très important. Souvent, il y a des couleurs trop vives ou trop foncées qui font qu'on perturbe la lecture d'un site. Donc là, on voit le bâtiment qui arrive en limite de la parcelle, aligné avec la clôture. Voilà, et puis voilà un détail des matériaux, pierre et béton. Alors, sur le même sujet, un autre projet, projet de site et projet de programme. Et vous allez voir comment les programmes, alors ça c'était un programme fait par un programmiste tout seul, donc on avait des petits dessins. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sophistiqués, d'autres qui sont carrément des pavés comme ça. Mais dans chacun de ces programmes, il y a à se réinterroger, revoir les choses, enfin, se poser des questions sur ce qui est présenté. L'Anticaille, donc c'est à Lyon, c'est un ancien hôpital donc qui est désaffecté aujourd'hui, qui est sur la colline de Fourvière, qui est un site assez incroyable parce qu'on est devant les théâtres gallo-romains. Ici, la Saône est là, et puis la basilique est pas très loin par là. Hein, donc c'est sur la colline de Fourvière. Donc c'est un site qui a fonctionné en tant qu'hôpital jusqu'à une vingtaine d'années, ou quinzaine d'années. Et puis, il y a eu la question du devenir de ce site. Donc, le choix a été fait d'avoir un site avec différents programmes, un hôtel, des logements, une résidence étudiant et un restaurant. On voit là le site et là sa situation géographique. Voilà, tout ce site de l'Anticaille, c'est tout ça, en fait. Et puis, il y a les théâtres gallo-romains, le musée de Zerfus, qui est ici enterré, et donc avec des vues directes depuis les théâtres sur ce site-là. Donc, c'est quelque chose d'assez périlleux. À l'époque, c'était Catherine Furet, qui était architecte conseiller de la ville. Elle avait demandé à Alvaro Siza de s'occuper de ce site-là. Et je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait, mais ça aurait été une belle idée. Donc, encore une fois, voilà la situation. Et puis, ce musée de Zerfus, là, qui est assez extraordinaire, à aller voir, parce que la qualité des bétons à l'intérieur du musée, c'est assez rare. Donc, ce site, c'est un site insulaire qui est fermé tout autour par des grands murs et qui était clos, qui a toujours été clos. Donc, il y a une certaine identité du site dans sa globalité. Et à l'intérieur, comme à l'extérieur, il y a des grands murs, des murs de grande hauteur qui marquent fortement des terrasses ou des clôtures. Encore ces murs. Et puis voilà le programme. Alors le programme, nous, on avait à traiter, pas tout l'ensemble bien entendu, mais simplement la partie haute. Ici, les théâtres sont au-dessus, et ce qu'ils appelaient le pôle d'entrée de l'Anticaille. Pôle d'entrée, ça consistait, il y avait l'ancienne chaufferie de l'Anticaille ici, qui souhaitait transformer en lieu culturel, et puis à la place de ce rectangle, il fallait faire une vingtaine de logements sociaux. Donc le programme n'était pas simple de faire des logements sociaux devant les théâtres gallo-romains. Juste ici, c'est l'esplanade de l'entrée des Nuits de Fourvière, donc bon, c'est un lieu public, historique. La voie romaine historique passe ici, entre la chaufferie et le bâtiment, et donc faire des logements sociaux au milieu de tout ça. Donc le programme, lui, proposait ça. Le programme, c'était de faire, donc c'est les dessins du programme, 3 plots, séparés les uns des autres par des coursives, et puis faire une dalle, enfin
le sol naturel, il est en dessous, là, on le voit en rouge, et recréer un sol artificiel au-dessus pour pouvoir caser des parkings en dessous. Il y avait un besoin de stationnement important. Et donc, la voie entre la chaufferie et les logements, ça devait être donc des dalles sur lesquelles on marchait avec du stationnement en dessous. Voilà la coupe donc proposée avec donc le sol naturel aujourd'hui est là, ok, et donc il proposait de créer un volume de parking qui est tout le rez-de-chaussée R-1. Ce volume qui viendrait couper à moitié les façades de la chaufferie existante et faire des logements rez-de-chaussée R+1 R+2 avec le sujet de passage public au même niveau que des logements en rez-de-chaussée. Dernière chose, sous cette ici là, il y a la voie romaine en fait, c'est l'ancienne voie romaine qui est ici. Donc la proposition était un peu hard quand même, et on avait identifié là sur ce schéma les différentes difficultés avec la voie publique, les relations publiques-privées, ne pas couper la chaufferie à moitié, etc. Et donc bon voilà le plan qu'on a fait. L'idée première qu'on a eue, c'est pourquoi faire des plots séparés avec des soi-disant transparences visuelles, alors que le site est fait de grands bâtiments unitaires, comme celui qui est devant ici, c'est une résidence étudiante aujourd'hui. Donc on a choisi de faire un bâtiment non fractionné, linéaire, et ne pas faire trois plots. La deuxième option qu'on a prise, c'était celle de retrouver le sol naturel et ne pas créer cette dalle 3 mètres plus haut. Donc on a gardé, là on voit la coupe avec les logements et la chaufferie, on est dans l'autre sens que la coupe du programme. On a gardé le sol naturel ici, on a organisé un socle plus important pour créer davantage de stationnement, ce qui était demandé. Et donc, on a créé une limite claire entre la partie publique et puis la partie privée qui se trouve au-dessus de ce mur. Donc, on voit un peu dans la globalité les logements qu'on a réalisés et qui sont la continuité de ce grand bâtiment. Et c'était en cours de chantier, mais les continuités et pas ces plots séparés. En façade nord, qui est la façade arrière ici, il y avait 3 platanes. Donc on a proposé de plier le bâtiment pour garder les 3 platanes qui sont toujours vivants. Donc ça a fonctionné. Ça, c'est les plans. C'est un peu flou, non? Où on voit quand même. J'ai l'impression que c'est un peu flou, mais bon. Le sujet de ce site-là, c'est que, bien sûr, dès qu'on creuse un petit peu, on tombe sur l'archéologie. C'est rempli de tas de choses. On est à côté des théâtres romains. Donc, la DRAC, tout le monde regardait ce chantier de près. L'idée dans ces sites-là, c'est qu'on peut creuser, on peut faire des fondations dans la mesure où elles sont très espacées les unes des autres. Si on trouve une trame très large, donc si on essaye d'impacter le moins possible le sous-sol, on peut construire. Donc c'est vérifié, on regarde si on peut vraiment, comment on peut vraiment le moins impacter le sous-sol. Donc c'est pour ça que ce plan, cette structure a été organisée. On a 6,80 m en fait de voile à voile, qui est une structure où on peut réaliser des dalles pleines, et c'est une portée classique, qui reste classique entre deux voiles. Mais on ne peut pas tellement plus, qui permettait de créer des pieux uniquement au droit des voiles à chaque fois. Donc il y avait 2 pieux par voile. Et avec ça, on essayait d'impacter le moins possible ce qui se passait en dessous. Il y a une autre idée avec cette trame un peu simple, c'est que ces bâtiments, aujourd'hui, c'est des logements sociaux.
quand ils ont été livrés, le promoteur, enfin le bailleur a souhaité les transformer en accession parce que finalement ils étaient très bien placés et puis il fallait donc ça a été un peu particulier. Et on s'aperçoit que les bâtiments changent d'usage suivant ce qui se passe, la ville, etc. Et donc il faut pouvoir imaginer des bâtiments qui puissent se transformer facilement. C'est-à-dire que là, effectivement, les prestations intérieures étaient très simples, mais le fait d'avoir des grands volumes, les gens ont enlevé les salles de bain ou les cuisines, ils ont remis leur mobilier, mais il y avait toujours cette structure avec deux voiles de chaque côté, les fenêtres, donc ça a été assez facilement transformable. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut penser, parce qu'aujourd'hui, on ne va plus détruire des bâtiments. En revanche, comment les transformer facilement, c'est un vrai thème de projet. Ensuite, ce qu'on a fait en extérieur, c'est qu'on a continué cette trame de 6,80 m, 2 mètres plus loin. On n'avait pas encore trop de réglementation thermique, donc on a prolongé les voiles. Ils sont quand même désolidarisés de ceux de l'intérieur. Mais l'idée de faire ça était, un, pour se protéger de balcon à balcon, pas faire de séparatif, et deux, que depuis les théâtres gallo-romains, on ne voit pas tout ce qui se passe sur les balcons, parce qu'il y a vite des parasols, des chaises. Alors, ça, c'est plutôt bien que les balcons vivent, mais quand on est dans un site patrimonial, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, l'idée était de ne pas voir ces éléments trop domestiques de l'habitat, tout en permettant d'avoir des espaces extérieurs. Donc là, on voit, c'est justement ces refends qui dépassent. On est à façade sud. On voit le grand mur que l'on a fait derrière lequel il y a des voitures. Et puis on a donné un fruit à ce mur, ce qui lui donne un petit côté un peu intemporel. Voilà, de l'autre côté, on voit la continuité avec la résidence étudiant. La façade nord qui a été pliée ici, en fait, pour laisser les 3 platanes sur place. Ça, c'est en partie haute, c'est une galerie d'accès au logement. Et puis, c'est les aérations du parking qu'on a fait dans la pierre. Et voilà la maquette du concours et le travail sur les limites qui avait été fait pour définir la partie du pôle d'entrée. Bon, voilà un des sujets, projet site, mais surtout comment répondre à un programme donné. Finalement, l'idée, encore une fois, c'est pas d'aller à l'encontre de ce qu'on nous propose, c'est de se reposer des questions, et tout le monde a été assez favorable à cette solution. Lyon-Confluence a été pareil. On a fait un projet à Lyon-Confluence sur cette partie de Lyon en développement. C'était la première série d'îlots qui se faisaient. Donc 3 îlots, l'îlot A, l'îlot B, l'îlot C. L'îlot A qui était fait par Du Sapin-Leclerc, Tania Conco. L'îlot B, c'était Massimiliano Fuxas, nous, et puis Enzo Amantea. Et puis l'îlot C, MVRDV, Emmanuel Gautran, Cambarel Marek et Pascal Gauthier. Donc voilà, l'urbaniste était François Gretter pour cette phase 1. Et le plan proposait 2 bâtiments. Donc voilà l'îlot B. Nous, on est en partie centrale. L'îlot A et l'îlot C de ce côté. Nous, c'est l'îlot B. Et nous, on a traité, on avait à définir ces 2 parties dans l'îlot. Donc Gretter lui proposait 2 bâtiments qui posaient certaines questions. La difficulté un petit peu des cours qui étaient très étroites en partie arrière, parce que pour développer le parc de Devinici, les bâtiments se sont serrés fortement, donc on a des cours assez étroites. Et donc il y a un sujet des personnes habitant ici et de ce qu'ils peuvent aussi voir depuis leurs fenêtres, sachant qu'on a une façade plein sud, donc ils allaient s'ouvrir de ce côté-là. Donc Gretter
pour ces sujets-là, est assez ouvert dans le sens où il dit que il propose il fait des propositions et à nous de voir si on a d'autres choses. Il est assez ouvert à réfléchir, réinterroger son plan. Donc, à travers le plan masse qu'avait défini Fuksas, en fait, il y a eu une proposition de fractionner énormément cette partie-là en 7 petits plots, donc qui permettaient de retrouver des logements avec 4 orientations différentes, d'ouvrir un peu les cours, hein, que le soleil puisse rentrer dans les cours, et de donner de la lumière ou des vues aux logements qui se trouvaient en partie arrière. Donc le plan masse ayant été accepté, on a dit bah, très bien, on va travailler sur ce sujet-là. Alors en concours, les coupes du programme, c'était les suivantes. C'était donc nous, on s'occupe de la partie rouge, mais ça, c'était aussi le parking. Il y a une nappe, en fait, sol pollué, donc on ne pouvait pas descendre plus bas que ce trait-là, et on avait un socle en parking. C'était un petit peu compliqué, le nombre de stationnements, obligé de faire là encore une fois des stationnements sur ce socle. Et sur la coupe, on voit que les logements étaient plus côté sud, côté parc, et ont développé des terrasses côté nord. Alors, on a finalement regardé une solution où l'îlot, en fait, nous, c'était l'îlot nord et il y a l'îlot sud, suivant la partie au nord ou au sud. On a regardé le parking au sud qui pouvait prendre davantage de voitures et de cette manière, on a réussi à libérer le socle du stationnement. Et là, on a retrouvé des ateliers, les halls d'entrée, puisqu'on accède par le logement depuis la cour qui se trouve ici. Donc, en partie arrière, ça, ce sont des grands ateliers vitrés au nord, avec de la lumière qui arrive par ici, et donc qui éclaire le mur qui se trouve au fond de ces ateliers. Et puis, on a mis ces logements, ces plots en quinconce. L'idée était de les décaler pour que certains balcons retrouvent des vues sur la Saône, mais aussi pour libérer, comme ici, des terrasses côté sud sur le parc et pas côté nord dans la cour, contre on pouvait installer une table ici, déjeuner tranquillement, caché du parc et avec le soleil. Alors là aussi, c'était une question parce qu'il était demandé que la clôture du parc soit faite avec des grilles. Donc il fallait se mettre en accord quel type de grille, quelle végétalisation mettre sur ces grilles, etc. Et avec des vignes qui faisaient le parc, moi j'ai proposé est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mur en béton finalement, ce qui n'était pas dans les prescriptions. Et il m'a dit oui, vas-y, pas de problème. Et donc on a proposé de faire un mur en béton. Finalement, le mur en béton fait partie de l'immeuble complètement. Et on s'est aperçu que les grilles qui avaient été faites après autour, suivant les promoteurs, il y a plus ou moins d'argent. Donc il y a des grilles assez simples, il y en a d'autres où la végétation n'a pas poussé dessus. Donc finalement, il y a une sorte de clôture hybride de ce parc. Et la limite claire qu'on avait proposée, finalement, a été plutôt bien perçue. Donc là aussi, il y avait des prescriptions. Et peut-être, c'est pour ça qu'il faut, qu'on peut les réinterroger et que finalement ça a aidé et les habitants et également à faire cette limite avec le parc, avoir une relation claire avec les terrasses qui étaient 2 mètres plus haut. Donc on voit ces petits plots fractionnés qui amènent de la lumière dans la cour au nord et puis qui permettent d'avoir de la vue et de la lumière pour les logements qui se trouvent également derrière. Et on voit donc le mur en partie basse là qui fait un rapport clair avec le parc. Ils ont installé des bancs et donc tout ça vit très bien. Là il y a des bouleaux devant, il y a 1000 bouleaux qui ont été plantés et bon là ils venaient d'être plantés.
Un autre sujet qu'on a fait, c'est qu'on a mis les locaux techniques en sous-sol. En fait, on a essayé de traiter les toitures, enfin qu'il n'y ait rien en toiture, donc on a mis les VMC inversés en sous-sol, ici. Et donc on a aucun édicule en toiture. Et puis donc on a fait un travail aussi assez important sur le béton, mais là pareil, on a été imposé une entreprise avec son matériel. Et qu'est-ce qu'on fait avec son matériel? Donc on est allé voir, c'est une entreprise Lamy, on allait voir son matériel, ce qu'ils avaient, ses banches, et puis avec eux on a regardé comment est-ce qu'on pouvait faire ce béton. Et les premiers murs qui ont été coulés étaient épouvantables. C'était tout bullé, noir, c'était terrible. Alors j'ai fait arrêter le chantier. Et puis on a réfléchi. On ne pouvait pas avoir du béton si particulier que ça. Bon, il y avait une composition qu'on a définie, mais on n'avait pas de ciment blanc, on n'avait pas de béton fluide. Enfin, c'est du béton un peu normal, quoi. Enfin, rien de très particulier. Et on avait des outils imposés. Et donc, en travaillant avec l'entreprise, on a regardé comment nettoyer les banches de manière impeccable. On a regardé comment changer les scotch entre les banches. On a regardé comment les huiles qu'on pouvait utiliser. On a fait plein de tests et on s'était donné rendez-vous toutes les semaines pour faire un voile et voir comment on pouvait améliorer la chose sur la mise en œuvre simplement, puisque le matériel il était là. Et donc on s'aperçoit que le béton, il y a le béton, sa composition, il y a le matériel qu'on peut utiliser, mais il y a aussi le travail de la mise en œuvre sur place qu'on peut améliorer. Donc, avec la Farge, on a un petit peu amélioré la qualité du béton. Et puis, tous les ouvriers qui travaillaient sur les voiles, ils avaient une sorte de fiche de conduite avec il faut d'abord laver avec telle chose les banches, après les assembler de telle manière, les scotch étaient ceux-là, etc. Ils avaient une feuille de route et il fallait suivre ça de manière très précise pour arriver à améliorer le béton. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, on revient de loin parce que le début, c'était assez terrible. Et donc, tout ça pour dire que le béton, ça se travaille aussi sur la manière de faire, de le couler. Donc, bon, là, il était plus urbain, donc calpiné. On voit le plan du, du rez-de-chaussée avec les ateliers qui sont éclairés partie sud. On voit le niveau 1, enfin, c'est le niveau surélevé qui donne sur le parc avec les terrasses. Ça, c'est les verrières qui éclairent les ateliers. Et puis ça, c'est les terrasses que chaque logement peut utiliser. Et puis, donc, comment ça fonctionne ce système? C'est qu'en fait, il y a 3 noyaux. 1, 2, 3. Et depuis les noyaux, on distribue les logements à côté. Donc, pour arriver dans son logement, on passe par sa terrasse. Et nous, on trouvait plutôt bien de passer comme une maison, passer un peu par un bout de jardin, voir le paysage avant de rentrer chez soi. Donc ça fait un peu les maisons superposées les unes sur les autres. Et puis cette disposition permettait de faire des logements avec 4 orientations. Donc on peut éclairer les chambres, les salles de bain, les cuisines, les toilettes, tout éclairé, donc c'est très agréable. Et donc l'organisation est la suivante. Il y a ces plots qui sont reculés, c'est que des simplex, des T3, et les plots avec les noyaux, c'est que des duplex, T4 ou plus grands. Après, il y a des sujets, c'est-à-dire que il y avait le promoteur qui nous disait que finalement, ces logements, c'était invendable. C'est-à-dire que les clients qui allaient arriver ici, ils n'ont jamais vécu sur un balcon sur le côté, il fallait les mettre devant les salons pour que ça puisse être vendu, quoi. Sinon, et donc, effectivement, si on mettait les balcons devant le salon, le principe de fonctionnement, ça ne marchait plus. Donc, on a un peu joué les idiots en disant qu'on n'arrivait pas bien à les mettre devant les salons. Alors, on s'est fait engueuler. Après, on revenait en disant qu'on a essayé, mais c'était pas beau, on n'a pas osé le dessiner. Enfin, ça s'est un peu crispé, c'était difficile et on essayait de tenir comme ça jusqu'au moment où il y a eu un autre sujet plus important qui était le prix de l'îlot où Fuxa s'explosait tous les prix. Donc là, c'était plus important que les balcons. Et ils nous ont laissé tranquilles. Donc on a pu passer à travers les mailles comme ça et continuer. La fin de l'histoire, c'est qu'ils ont été vendus comme les autres très très bien. Ça n'a dérangé personne d'avoir des balcons sur le côté.
Donc ça, justement, on voit les balcons latéraux et avec ce décalage, permettent d'avoir des vues sur la Saône. Et puis en partie haute, en fait, c'est des grands duplex. On accède depuis l'étage du duplex sur une terrasse privée qui est le toit du voisin, mais qui appartient à ce logement-là. Eux, ils en ont une de chaque côté. Et lui, il a ça en plus en terrasse avec une petite passerelle pour y accéder. Donc c'est pour ça qu'on essaie de libérer toutes les terrasses des édicules. Après, il y a une question de PLU, c'est-à-dire que souvent, le dernier niveau, ça doit être la moitié de la surface construite. Là, il demandait, la TIC, c'était 60% de la surface construite. C'est pour ça que souvent, les derniers niveaux sont plus petits, parce qu'on ne peut pas construire. Donc, il y en avait pour ce premier sujet. Et puis, il y a l'idée de la TIC en retrait. Donc là, il disait que c'était possible, on pouvait faire un attique en retrait sur un côté de la façade. On n'était pas obligé de faire un retrait sur les 4 côtés. Donc il fallait moins de surface et puis se mettre en retrait d'un côté. Donc, d'où l'idée de faire des plots plus hauts que les autres, où on répondait à la moitié de la surface, parce qu'il y avait un étage qui dépassait. Et comme ils étaient en quinconce, on était en retrait d'un côté de la façade. Donc avec cette disposition, on rentrait dans le cadre du PLU sans faire des bois-boîtes sur les toits, ce qui nous a intéressés vivement. Donc voilà, c'est les coupes sur ces systèmes de volets battants, hein, c'est comme des portes, c'est du 3 plis mélèze. On voit aussi une image ici. Et puis un grand sujet sur lequel finalement, qui est devenu une conviction aussi pour nous, c'est de ne pas faire d'isolation extérieure. Alors c'est un grand sujet. C'est enfin, je ne parle pas d'une manière générale, mais pour des opérations pour les bâtiments publics, ça peut s'y prêter très bien, mais pour les logements, soit il y a les moyens d'avoir un double mur quelque part, c'est-à-dire qu'un voile, une isolation et puis un vrai matériau, je ne sais pas, de la brique, quelque chose. Mais, soit c'est donc une isolation extérieure, puis un enduit dessus. Et finalement, à la longue, on voit qu'il y a beaucoup de désordre sur ce type de façade et qu'il y a un vrai problème de vieillissement. Et nous, on s'en est aperçu sur les bâtiments voisins, c'est que il y a soit des tôles qui sont décollées, parce que soit l'entreprise n'est pas fameuse, soit c'est début des tests, donc soit c'était mal assemblé, soit mais il y a une certaine fragilité, alors je ne généralise pas, mais une certaine fragilité dans ces vêtures. Et on s'aperçoit qu'on peut finalement travailler avec une isolation extérieure, alors avec des rupteurs, il y a d'autres systèmes, quoi, mais essayer de garder une façade extérieure qui tienne dans le temps. Donc, justement, c'était le seul bâtiment de toute cette première phase qui était isolé à l'intérieur, par l'intérieur, et on est rentré quand même dans les normes du programme Concerto. Donc, voilà, donc des détails de volets, et puis c'est donc des panneaux, c'est du 3 plis, mélèze, et quand ils ont posé en fait les panneaux en mélèze, le mélèze, il y a beaucoup de nœuds parce qu'il y a plein de petites branches, donc il y avait un côté un peu rustique finalement. Et je voyais les bâtiments à côté en inox pour les miroirs, tout ça. Je me dis mais ça, moi, je vais faire campagne, ça pas, c'est très inquiétant. Alors je suis allé voir le menuisier dans son atelier dans la Loire et je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a le bois, il y a beaucoup de nœuds, etc. Et puis il était en train de passer un saturateur sur les bois, sur ces 3 plis, pour les insectes, ces choses-là. Et il me montrait, mais au saturateur, on peut avoir une teinte un peu beige, un peu grise. En fait, il y avait une teinte possible, comme la peinture. Donc on a légèrement, en fait, on a passé le saturateur, mais légèrement teinté, ce qui a un peu homogénéisé les nœuds qui étaient très présents quand ils ont posé les premières plaques.
Ouais, c'est façade sud. Et alors, façade nord, alors ça, c'est une particularité, c'est une façade nord éclairée. Ça, c'est très rare. Ça, faut vraiment beaucoup travailler. Alors, c'est une photo prise de la façade nord. Et en fait, dans la cour, enfin en face, c'est un bâtiment de Fuxas qui est en inox polymiroir et donc qui réfléchit sur les façades nord de l'immeuble et qui éblouit même les gens dedans. Et donc, c'est la particularité, c'est la façade nord éclairée. Euh, Ça, c'est intéressant de voir ça pour le sujet des toitures, qui est toujours finalement, quand on regarde de haut, mais un vrai sujet, quoi. On essaye de les traiter avec des acrotères plus hauts. On fait, alors, bon, il y a les balmes au-dessus, donc il y a quand même, on domine quand même ces toitures-là. Et ici, nous, bon, il y a des toutes petites choses, mais on essaie d'éviter le plus possible ces émergences avec les systèmes en sous-sol. Et puis, en fait, c'était un calcul sur la globalité, en fait, de l'îlot. Donc, finalement, comme chacun avait prévu des dispositions pour prendre les photovoltaïques, donc des acrotères plus hauts, etc., ils n'en avaient rien prévu. J'ai généreusement donné tous mes panneaux aux autres bâtiments autour, parce que nous, on n'avait rien prévu, donc ils ont gardé les panneaux. Et donc, on a pu utiliser les toitures comme terrasse. Donc, voilà sinon, ben voilà le béton là qu'on a travaillé avec l'ami. Les halls d'entrée, puis les ateliers vitrés partie nord. Et puis le bâtiment. Alors, enfin, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais la particularité, c'est qu'il ne ressemble pas tellement à un bâtiment de ZAC, finalement, du fait de ces dispositions un peu particulières. Là aussi, je ne sais pas si c'est une qualité ou pas, mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que c'est des logements qui sont facilement transformables, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'on puisse enlever tout ce qu'il y a dedans et puis refaire d'autres logements, puisqu'il y a deux voiles et puis aucun point dur autre que ces deux voiles de part et d'autre. Et puis que dans le temps, ils tiendront mieux que les bâtiments autour. Alors, un autre projet, alors ça c'est un projet programme complètement, qui est la restructuration et extension du musée Giraudet. Donc, le musée Giraudet se trouve à Montargis. Je ne sais pas si vous connaissez Montargis, c'est un peu pas très loin de Paris, enfin un petit peu quand même, dans le Loiret, et ils appellent ça la Venise du Gâtinais. Alors, Venise du Gâtinais parce qu'il y a des canaux et il y a des problèmes d'inondation dans cette ville, petite ville. Donc, d'un côté, ça, ce que vous voyez là, c'est la carte des inondations, la carte des zones inondables. Ça, c'est le musée Giraudet existant. Ça, alors, ce petit cours d'eau, c'est le canal de Briard, qui est là. Et ça, c'est le loin. Et on s'aperçoit que tous les X années, donc, des inondations qui remplissent le parc qui se trouve là, qui viennent en limite du musée, d'où la Venise du Gâtinais. Donc, le sujet, c'était de faire l'extension, restructuration du musée existant et extension de ce musée dans cette difficulté de zone inondable. Alors, donc ça c'est le bâtiment existant, un bâtiment 18e qui était en mauvais état, à l'intérieur duquel il y a la collection Giraudet, qu'il fallait donc réhabiliter. Voilà la coupe du programme. Ici, c'est le parc. Ça, c'est le bâtiment existant. Et le programme, donc c'était l'extension, c'était essentiellement pour faire une salle d'exposition en plus et mettre les réserves du musée. Le programme proposait d'installer façade sud un nouveau bâtiment avec des hauteurs définies pour installer toutes les réserves et qu'elles soient de plein pied avec les niveaux. Mais un nouveau bâtiment façade sud. Deuxième sujet, comme on est façade sud par rapport à la carte
des inondations là qu'on a vu. Donc c'est ici, la façade sud. C'était un bâtiment sur pilotis devant le parc. Donc voilà la façade sud existante. Et par rapport à la coupe programme, donc, souvent on se trouve dans des situations comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose quand même la question, quoi. Voilà la façade sud. Donc on voit qu'il y a des salles d'exposition en haut puisque les baies sont fermées. Il y a des salles d'exposition ici, puis l'accueil se fait au rez-de-chaussée. Donc on a réfléchi peut-être sur un lieu autre pour cette extension. Et puis là aussi, le fait d'avoir des fenêtres dans un musée, c'est intéressant aujourd'hui. Enfin, on ne fait plus des musées complètement clos. Il y a toujours une ouverture sur ce qui se passe autour, maîtrisée, mais il y a des ouvertures. Donc, de masquer tout ça, ça paraissait à l'encontre de l'idée du musée aujourd'hui. Ça, c'est la façade nord de l'autre côté et qui donne devant la mairie. Donc, le maire avait dit, je ne veux rien devant la façade nord, je veux que ça reste comme ça. Donc, interdit de construire ici. Et puis, façade ouest, donc on voit donc la façade sud ici, façade ouest, il y a un portail de livraison, d'accès, c'est une entrée de service, il y a un sol en pente ici, pas très défini, puis un rapport avec la rue qui n'est pas très clair, avec un retrait où on ne sait pas bien ce qui se passe entre les deux. Donc, on a regardé ce terrain de manière plus précise, parce qu'on échappait également à la zone inondable qui s'arrêtait devant la façade. Ici. Alors, ça c'est la proposition qu'on a faite. En fait, on s'est dit on ne va pas construire devant le bâtiment façade sud, on va se mettre sur cette parcelle là où il ne se passe pas grand-chose, en dehors des zones inondables, donc on n'a pas besoin de faire un bâtiment sur pilotis. Ça permettrait de réorganiser l'accès de service, de liaison, qui serait directement en liaison avec les réserves des œuvres par camion. Et puis, traiter cette petite parcelle et notamment son rapport avec le boulevard, en se mettant en limite sur le muret existant. Donc, dans les liaisons au niveau de parc en bas, on avait des liaisons directes possibles. On avait installé un escalier, un ascenseur, l'espace livraison. Il y avait quelques lieux de stockage en rez-de-chaussée. Et puis, en rez-de-chaussée, ce qui nous intéressait, on voit que c'est très pâle, c'est qu'il y a des fenêtres, façade nord et façade sud, et quand on rentre dans le bâtiment, eh ben on voit le parc, il y a des transparences comme ça, et on voit tout ce qui se passe ici. Donc on a voulu garder ça. On voit le petit bâtiment sur le côté, et on a organisé un petit passage piéton depuis la partie nord ici, hop, qui descend par l'escalier pour aller rejoindre le parc. Ça, on avait installé une partie technique en mezzanine au-dessus du hall d'entrée qui permettait de dégager les fenêtres qui étaient des fenêtres de grande hauteur et ne pas venir les couper avec un nouveau niveau. Et puis, en partie haute, on avait fait donc, la salle d'exposition temporaire qui était demandée en relation avec une cage d'escalier du musée existant. Alors, on avait quand même... et puis, il y avait encore une partie de réserve qui était encore plus haute, décollée des façades, pour amener de la lumière dans la salle d'exposition qui se trouve en dessous. Donc ça, c'est l'organisation générale. Et donc, on avait travaillé beaucoup ce projet, qui était un projet d'architecture du patrimoine, pour la partie restauration. Et on avait tout redessiné, en fait. On avait, dans la coupe proposée, on avait pris tous les tableaux de Girodin, on les avait tous replacés sur les cimaises. On avait fait un travail assez énorme. Et puis, on voit ici l'extension avec ces grandes parties vitrées qui amènent de la lumière dans la salle d'exposition. Il y a encore une partie de stockage.
et puis les différents niveaux qui sont organisés en dessous. Ça, c'est la façade nord. Donc, le maire voulait rien voir, donc on a mis un arbre devant l'extension, comme ça, il n'a rien vu. Ça marchait bien. Et puis, ça, c'est le long du boulevard, où donc la façade ouest, où donc on voit ce nouveau volume avec une seule fenêtre pour regarder le canal. Et puis, c'est un volume avec une fenêtre et un trou pour l'amener des œuvres. Voilà. Et donc, la façade sud, où on n'a pas fait l'extension. On a traité, nous, notre nouveau bâtiment en béton de site. Donc, béton de site, c'est un béton de couleur claire, donc du ciment blanc avec du sable jaune, enfin plutôt du coin si on peut, qui est sablé ou bouchardé pour prendre ce côté un peu naturel. On a essayé de reprendre la teinte du musée existant sur le nouveau projet. Et dans les matériaux, en fait, on avait des lits de pierre qui étaient en coffrage perdu, intégrés dans les coffrages du béton, des couvertines en pierre. Et donc, on essayait de faire un travail en continuité avec le bâtiment existant, sans faire la même chose non plus. Et puis voilà, là, on voit donc ça, c'est le détail. Il y avait une petite statue qui était à l'entrée qu'il fallait replacer, donc on l'avait positionnée sur la façade, comme ça en saillie, sur un petit socle en pierre. Ça, on voit l'entrée avec les parties techniques qui étaient en mezzanine uniquement en partie haute et qui libéraient les grandes fenêtres qui montaient sur 2 niveaux. Et puis on voit bien que depuis l'entrée ici, façade nord, il y avait une vue sur le parc côté sud qui était intéressante à conserver. Alors voilà, et puis voilà la perspective du concours. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a... Enfin non, c'est pas marrant, mais on n'a pas gagné le concours. Donc quand on prend une direction différente du programme, on s'expose aussi à ne pas être retenu. Ça, c'est normal, c'est le jeu. Donc voilà. Mais on pensait quand même que notre réponse était plus juste. Et on a vu donc le projet lauréat, le projet d'en construction. On allait regarder sur Internet. Alors lui, il a fait façade nord une verrière, ce qui permet, enfin, comme ça se voit pas, comme ça en verre, ça se voit pas, les verrières apparemment. Donc voilà, l'accueil a été fait de cette manière. Bon, on peut imaginer les raccords de verrière avec le bâtiment existant, c'est pas forcément simple à faire. Et la façade sud, voilà ce qui a été fait, ce qui va être fait sur le musée Giraudet. Donc c'est subtil, hein, c'est bien, c'est bien. Alors, un autre projet, c'est une petite école qu'on a fait dans la campagne à Morestel, qui est une petite école de 8 classes. Et là, on a fait la première visite de site et quand on arrivait sur ce champ-là avec le village de Morestel ici, une tour médiévale, et on devait construire à la place des barrières ici. Et donc on s'est réjoui de voir un site aussi beau, parce que souvent on va faire des visites de sites et on arrive sur des trucs vraiment cafards. Et là, on avait du soleil, un beau champ et un joli village. Donc on était ravis de ça et on s'est dit, mais il faut garder cette harmonie. Enfin, c'est quand même assez rare de construire devant une tour médiévale qui est là et qui domine un peu la vallée. Alors là, le programme, un élément du programme qui proposait la construction d'une médiathèque, d'un parking et d'une école. Le parking devait desservir la médiathèque et l'école, donc qui se trouvait en partie centrale. L'accès aux équipements se fait par cette rue-là. Ça, c'est la rue principale du village. Le village est là. On descend et puis on accédait par devant au parking qui desservait les 2 équipements. Nous, l'objet du concours était l'école. L'école qui se trouvait la plus éloignée de la rue. Là aussi,
on s'est, sur le positionnement même du bâtiment, le positionnement du parking, qui était une logique. Le maire voulait que la médiathèque soit proche de la route pour qu'on la voie, et le parking entre les deux pour que ce soit plus facile à desservir, et l'école plus au calme derrière. Mais construire l'école en premier, poser la question de qu'est-ce qu'allait devenir ce terrain, est-ce que vraiment une médiathèque allait être faite, de mettre les parkings comme ça, sans la médiathèque, ça veut dire qu'on arrivait sur une poche de parking, et est-ce que c'était bien la bonne manière de positionner ces nouveaux programmes. Donc, on a fait la proposition en prenant le risque de dire qu'on mettait tout de suite l'école près de la route, parce que lui, il allait être construit et que la médiathèque, on verrait. Et on a voulu éviter la grande nappe de parking, donc on a plutôt organisé un parking le long du petit ruisseau qui puisse desservir les différents programmes et de manière à ce qu'il soit plus discret le long de la lisière et pas en nappe. Donc on a on a positionné les bâtiments de manière différente. Donc voilà un peu l'école. Donc on voit le parking qui suit le petit ruisseau, qui est une boucle assez simple. L'école proprement dite, il y a un restaurant scolaire et une petite cour d'école. Et puis après, on se disait que, médiathèque, il pouvait y avoir d'autres programmes qui suivent ce petit chemin qui reliait le bas du village plus loin. Donc le programme, c'était 8 classes que l'on voit ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, une administration autour d'un patio, une salle d'évolution, salle de sport, et une cantine scolaire. Donc, le projet, on l'a tout de suite travaillé sur ces matériaux, ces volumes, en se disant, on a de la place, donc on va faire une école de plein pied, c'est plus pratique, et puis comment garder l'harmonie avec ce paysage, la tour, c'est ce qui nous a guidés sur le choix des matériaux et des volumes, dès le début, après le positionnement, l'autre positionnement de l'école. Donc, on a travaillé là aussi sur un béton de site, comme j'ai déjà dit, ciment blanc, du sable jaune, et puis un sablage assez fort ou bouchardé, de manière à lui donner un caractère un peu campagne, en tout cas être dans les tonalités du village et de la tour qui se trouvait derrière. Donc ça, c'est des références de Baudouin qui fait ça très bien. Et puis, quelques références du village, c'est les pierres plantées qu'on retrouve là et ailleurs. Hein, c'est un classique des milieux ruraux. C'est ces grandes croûtes de carrière qui sont plantées dans le sol et qui font les limites, les clôtures des maisons ou qui sont souvent sur le bord des rues. Donc, voilà l'école telle qu'on l'a conçue. Donc, on a voulu une école de plein pied, un seul rez-de-chaussée, assez basse, et qui laisse émerger le village et la tour, et être exactement dans les mêmes tonalités que le village et la tour derrière. On a repris le thème des pierres plantées pour créer les limites de la cour d'école, qui est toujours un sujet, la cour d'école, comment on fait le grillage. En fait, ces croûtes de carrière, c'est des croûtes de Villebois, d'une carrière qui n'est pas très loin, les carrières du Bugey, où quand on éclate à la dynamite les gros blocs de pierre dans les carrières, la première partie de ces blocs, ça s'appelle les croûtes. Elles font 12, 15 cm d'épaisseur, elles sont sciées. Et donc, en fait, c'est la mauvaise partie de la pierre, elle est moins chère, puisque après, tout est scié, donc on a un bloc homogène scié sur les 6 faces. Et donc, cette première partie, elle est souvent mise de côté ou utilisée différemment, mais c'est la partie cheap de la pierre. Donc, on peut en découper des grands morceaux, ça c'est des hauteurs de 2,50 m par, 150 sur 15 cm d'épaisseur. Donc, une face est sciée et l'autre est éclatée, hein, puisqu'il était exposé à la dynamite. Et on enfonce finalement 80 à 1 mètre dans le sol,
On cale la pierre avec des galets, pas avec du béton parce que ça risque de la faire claquer. Et elle se tient debout tout seul. C'est le principe des pierres plantées, là, qui a toujours existé. Ensuite, sur les matériaux, donc il y a ce béton, et puis là aussi on a pris du bois du mélèze pour faire les menuiseries. Et puis voilà les croûtes de carrière. Et donc il y a un mètre qui est enfoncé dans le sol. Le patio avec l'administration tout autour. Ça, on n'a pas cherché la croix, mais elle est là. Et puis donc ce sujet, donc pour résumer, qui est l'harmonie avec le paysage, sur les tonalités, les matériaux, qui était pour nous la partie la plus importante. C'est un projet qu'on a livré il y a 5 ans, et la médiathèque n'a toujours pas été faite. Donc je ne sais pas si un jour elle sera faite. Donc je pense qu'on a pris une bonne décision de mettre l'école devant et de maîtriser ce que l'on a déjà. Un dernier projet, parce qu'après vous allez en avoir marre, ce qui est un projet qu'on a gagné dernièrement, qui est le centre funéraire Montmartre à Saint-Étienne, qui est un projet de site. Voilà, donc Saint-Étienne, c'est une ville qui a 7 collines, et 4 de ces collines sont des cimetières. Et donc celle-ci, c'est la colline Montmartre, où il y a un cimetière. Et l'objet du concours, c'était de réaliser un centre funéraire à côté de ce cimetière Montmartre. Ce site que l'on voit ici, on voit le cimetière là, et le site était très large, c'était ça, et puis tout cet éperon planté, puisqu'on domine la ville, tout ça faisait partie du site d'études, qui était compliqué parce que en plan, ça c'est une partie du programme, ça c'est le cimetière, on pouvait se mettre soit sur cette parcelle-là, soit sur cette parcelle-là. C'est cette parcelle-là qui est en éperon et qui regarde la ville, ou il y a une parcelle arrière en liaison directe avec le cimetière, et la route d'accès qui sépare les deux parcelles. Donc on était libre de se positionner sur l'une ou l'autre, le programme étant le suivant, le programme, il fallait intégrer en plus du centre funéraire, un parking de 100 places pour l'usage des lieux. Donc c'est un site avec de la pente, du dénivelé, un programme compliqué, qui est là, ce que j'ai écrit exactement, le programme, je crois que... Oui, le programme, c'est un funérarium, un crématorium, des pompes funèbres, c'est pas très gai, mais bon, des pompes funèbres, des fours de crémation, salle de cérémonie, espace de convivialité, jardin du souvenir et une extension possible. Tout ça sur un site collinaire avec une route qui sépare les deux. En fait, c'était assez complexe à organiser. Et tout ça avec une valeur symbolique quand même avant tout importante. Alors, voilà un peu le site, ça c'est des éléments du programme où on voit les petites flèches jaunes, c'est la topographie, c'est là où ça chute beaucoup, donc on a des fortes pentes, ici et là. Ici c'est des marbriers aujourd'hui avec toutes les pierres, ici c'est plus ou moins pas grand-chose, et il y a l'entrée du cimetière qui se trouve là. Donc ici on voit, encore sous un autre angle, le cimetière. Un des sites possibles était là, ou l'autre à la place des marbriers, ici, avec la route entre les deux. Ça, c'est lorsqu'on arrive donc par le bas avec les marbriers en face. On voit qu'il y a une vue à l'est qui est assez intéressante, avec des jardins ouvriers. On se rapproche, donc on voit les marbriers qui sont toujours en activité. Ça, c'est l'entrée du cimetière. C'est un peu pour donner le cadre du projet. Et puis, ce cimetière non planté qui domine la ville. Donc, c'est assez particulier. Quel était le sujet aussi, c'est quels sont les thèmes qu'on peut donner à un programme de cette nature. C'était
Ben justement, éviter le caractère solennel, parce qu'on a vite fait à faire un bâtiment plombant. Le sujet n'est déjà pas très drôle. Les gens qui vont venir ici sont pas dans des dispositions terribles. Donc, l'idée est de ne pas renforcer ce côté trop solennel des lieux qui puissent. Voilà, il fallait plutôt insister sur la nature, sur quelque chose de simple, des vues, mais essayer de détourner un petit peu le sujet originel du projet. Donc aussi éviter un bâtiment trop important, imposant, qui arrive et puis qui impose trop une présence. Et puis, voilà, donc ça c'était des sujets qui étaient un peu évoqués dans le programme et qui sont assez justes parce que on a essayé de travailler ces thèmes-là. Alors ça c'est un petit plan justement de cette colline de Saint-Étienne et on voit les 4 cimetières. Et nous c'est le cimetière de Montmartre qui se trouve ici. Le cimetière, le projet avec toutes ces vues qui regardent Saint-Étienne. Le cimetière est entouré d'un grand mur de clôture, il y a un côté d'enceinte. C'est un travail qu'on a commencé à faire. Est-ce qu'on fait une enceinte un peu comme cimetière? Est-ce qu'on travaille un peu comme une fortification sur l'éperon qui regarderait la ville? Bon, c'était des thèmes de recherche. Là, on voit la solution qu'on avait esquissée, qui était justement se dire est-ce que ce thème finalement des murs, un peu des fortifications, était une manière finalement d'intégrer le programme et de ne pas le voir, si on pouvait le planquer dans des espèces de contreforts ou dans comme des fortifications. Alors, au départ, on avait commencé à travailler sur l'autre parcelle. Hein. Finalement, on s'est mis ici à la fin, mais on avait commencé à travailler sur cette parcelle-là en se disant, mais c'est plus simple, on est proche du cimetière, on pourrait faire un accès, on dessert les salons funéraires, il y a la grande salle de cérémonie au fond, il y a tout un cheminement possible, un jardin des souvenirs qui se trouve là avec la vue, etc. Et puis on voit la complexité du programme, hein, comment il faut organiser les choses pour que quand on va à une cérémonie, il ne faut pas croiser d'autres personnes, il y a des flux qui sont assez importants et qui complexifient l'organisation du projet. Il y avait cette question d'extension, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on puisse étendre. Donc, si on fait un bâtiment linéaire comme ça, il faudrait s'étendre sur le toit. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et puis, on voit dans le site qu'on avait imaginé qu'il y a une coupe aussi compliquée avec le terrain. Donc, c'était pas l'idéal. C'est un peu pour montrer le cheminement hein, qu'on a fait pour arriver à l'autre solution. Ça se passe souvent comme ça. C'est qu'à 15 jours de rendu, on dit on change de site, on se met sur l'autre côté, finalement, et on se libère des problèmes qu'on a évoqués. Et on reprend ce système de fortification, on met tout le programme dans un socle et on ne fait émerger que 2 pavillons, un qui est l'accueil et l'autre qui sont les salles de cérémonie. Et comme ça, on se met de plein pied avec la voie. Donc on arrive ici et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose comme programme. On a également regardé comment faire une continuité paysagère entre... on a installé le parking sur la parcelle du haut et le programme sur la parcelle du bas. C'est une route qui va être modifiée et puis qui va être très calme hein, pour qu'il puisse y avoir des relations possibles faciles. Et donc on a fait une relation de paysage entre les deux pour essayer de gommer un peu cette route qui traverse. Ce sont les premières esquisses donc, qui montrent 2 murs pour créer l'entrée, le petit pavillon d'accueil et puis les 2 salles de cérémonie avec l'espace de convivialité qui s'organise. Et puis, peu eu le temps de travailler les choses, mais c'est les planches qu'on avait présentées pour le rendu. Ce qui était important, c'était
Travailler sur une architecture sobre, là aussi, calme, sobre. Travailler sur cette idée de socle habité, hein, qu'on voit dans les coupes, c'est-à-dire que tout le programme se trouve en dessous et puis il n'y a que les deux pavillons qui émergent. Ça, donc c'est le niveau justement du socle habité, où la salle des fosses trouve en partie centrale, il y a des salons funéraires ici, l'extension qui peut se faire là, et puis les livraisons entre guillemets qui se trouvent ici avec des parkings, les pompes funèbres. Donc en fait c'est une espèce de machine en sous-sol avec des petites ventelles en béton ouvertes ou fermées qui regardent la ville, puisqu'il y a quelques bureaux quand même en partie haute pompe funèbre qui regardent la ville. Dans cette écriture homogène sur les différents côtés. Donc ça, c'est l'entrée de la salle de cérémonie. Donc c'est des travails sur le béton également, avec des menuiseries en bois et un parvis protégé pour la pluie quand il pleut. Ça, c'est dans la salle de cérémonie où on ne voit pas très bien, mais les murs continuent et forment un patio pour voir là aussi de la végétation. Il y a des catafalques qui permettent au cercueil de descendre directement sans sortir par la porte d'entrée. Et puis le bâtiment, voilà, dans son site, avec ce socle habité et les deux pavillons qui émergent. Voilà, merci.